Bonsoir et merci d'être avec nous. La Chine hausse le ton dans ce contexte de tension mondiale. Le ministre des Affaires étrangères chinois accuse les Occidentaux de vouloir, je cite, piétiner la souveraineté chinoise, annonce qu'elle ne fera pas de concessions sur Taïwan. Cette déclaration survient quelques jours après les manœuvres extrêmement impressionnantes de la Chine autour de Taïwan, comme un deuxième front qui s'ouvre dans un conflit déjà mondialisé entre les grandes puissances. C'est l'un des événements marquants de ces derniers jours. C'est dans ce cadre que nous recevrons Lu Shai, poids lourd de la diplomatie chinoise, ancien directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères, figure de la nouvelle génération de diplomates de Xi Jinping. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Monsieur Rochepin. Merci beaucoup d'être là. Votre position, on a l'impression qu'elle s'est encore fortifiée après la visite du président Macron à Pékin. Ces propos qui ont été tellement commentés, il faut les relire parce qu'évidemment on aimerait votre réaction à ce sujet. C'était à nos confrères et consoeurs des Échos, le président Macron qui semblait se rapprocher fortement de la position chinoise. La pire des choses, dit-il, serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Le paradoxe serait que nous nous mettions à suivre la politique américaine par une sorte de réflexe de panique. Oui, je pense que ce qu'a dit le président Emmanuel Macron est vraiment dans l'intérêt de la France et de l'Europe. Il a dit la vérité. L'Europe a besoin de l'autonomie stratégique et ça, c'est ce que la Chine soutenait depuis toujours. Est-ce que vous considérez que depuis cette déclaration, la France, Emmanuel Macron ont une position particulière à votre égard en Occident ? Je pense que c'est plutôt une cohérence de la position traditionnelle de la France. Le président Macron n'a fait que réitérer la position traditionnelle de la France, qui est l'autonomie stratégique, qui date de l'époque du général de Gaulle. Ouais. On voit à quel point cette déclaration a provoqué la colère de beaucoup en Occident qui considèrent qu'on a trop concédé à une dictature qu'est la Chine. Le petit clip que le président de la République a aussi conçu de retour de Chine a beaucoup marqué en ce sens-là. Est-ce que vous entendez cette inquiétude des Occidentaux qui se disent on a fait là trop de concessions ? Alors, tout d'abord, la Chine n'est pas une dictature. Alors, le président Macron... On en reparlera tout à l'heure, dans plus de détails. Veut développer de bonnes relations avec la Chine. C'est dans l'intérêt de nos deux pays, deux peuples, dans une situation de mondialisation. Tous les pays sont interdépendants. Et cette interdépendance favorise le développement commun. Aujourd'hui. Donc, si les Américains s'y opposent, c'est comment dire, compréhensible. Mais si certains Européens s'y opposent aussi, je ne comprends pas. Alors, c'est beaucoup de gens. Il faut reprendre les mots qui sont utilisés. La Commission européenne parle de rival systémique. L'OTAN parle de défi systémique à votre égard. Il y a davantage d'Occidentaux qui sont sur une position critique à votre égard que d'Occidentaux qui sont sur la position de la France. C'est ça à quoi nous nous opposons toujours. Cette prise de position en triptyque, en même temps partenaire, concurrent et rival systémique. On peut penser que si on est partenaire, bien sûr, on peut faire la coopération, mais en même temps, on est rival système, on doit s'attaquer, on doit combattre l'un l'autre. Comment on peut faire dans ce cas-là la coopération ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette visite ces rencontres entre Emmanuel et Xi Jinping? Vous étiez à une partie de ces rencontres. Combien d'heures ça a duré? Oui, je pense qu'il y a à peu près 7 heures, 8 heures au total. À Pékin, les deux chefs d'État ont passé plusieurs heures à partir de la cérémonie d'accueil, les entretiens, le banquet d'État. Et à Guangzhou, les deux chefs d'État ont passé plusieurs heures en tête-à-tête. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez observé? Vous étiez aux premières loges, personnellement, entre l'un et l'autre. Je pense que les deux chefs d'État ont parlé de tout.
oui, dans leur rencontre. De tout vraiment? J'espère, oui, et j'en suis sûr. J'en suis sûr. Si je vous demande. Parce que on peut parler de tout, les deux présidents. Des droits humains aussi? Je ne sais pas, parce que j'ai pas suivi tout leur discours. Ouais. Des Ouïghours. Mais surtout, de la question des Ouïghours, par exemple, vous pensez qu'ils en ont parlé? Mais je pense que c'est une affaire intérieure de la Chine, n'est-ce pas? C'est pas la priorité de la visite du président Emmanuel Macron en Chine. Et c'est pas. En tout cas, lui n'en a pas parlé en public. C'est pas un sujet du dialogue, de l'entretien de nos deux chefs d'État. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le président de la République française adopte cette position? Est-ce que vous avez l'impression que là, il y a une alchimie particulière qui a eu lieu pendant ces quelques jours à Pékin? Oui, je pense que c'est à travers la communication très approfondie entre les deux chefs d'État que le président Emmanuel Macron a appréhendé plus profondément et plus en détail les questions de différents domaines, surtout des questions sur Taïwan ou bien d'autres problèmes aigus du monde. Comprenez l'inquiétude d'une partie des Occidentaux. Vous citez Taïwan. Il faut quand même revoir les images des exercices très menaçants que vous avez menés autour de Taïwan. Il y a une animation, par exemple, qui est intéressante parce que c'est pas des journalistes qui l'ont faite, c'est vous, c'est la Chine. Pardon, regardons-la ensemble, vous pourrez la commenter, où on voit que dans l'exercice, alors c'est un exercice heureusement pour l'instant, mais la Chine bombarde littéralement. Regardez, ce sont vos bombes qui tombent sur le territoire de Taïwan. Quand même, quand on en arrive là, c'est une forme d'agressivité extrêmement choquante. On se met à la place des Taïwanais. C'est pas nous qui menaçons. Ah bah là, oui, c'est nous qui bombardez là. C'est nous qui sommes menacés parce que la souveraineté, l'intégrité territoriale de la Chine ont été menacées par les forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan et de certains pays occidentaux qui soutiennent ces forces sécessionnistes. Mais à la fin, est-ce que ce ne sont pas les Taïwanais qui décideront de leur destin? C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est le peuple chinois qui décide du destin de Taïwan. Par la force y compris Par la force y compris? Par tous les moyens. Si on ne peut pas réaliser cet objectif de la réunification de la patrie par moyens pacifiques, on peut faire recours à tous les moyens. Est-ce que les Taïwanais n'ont pas le droit de disposer d'eux-mêmes exactement comme les Ukrainiens ont le droit de disposer d'eux-mêmes? Alors, Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois depuis l'Antiquité. Et les deux rives du détroit de Taïwan appartiennent à la même et unique Chine. Telle est l'histoire, tel est le statu quo aussi de Taïwan. Et le retour de Taïwan à la Chine est une composante de l'ordre international d'après-guerre. Donc, cela a été écrit noir sur blanc dans les déclarations du Caire, dans la déclaration de Potsdam. Donc, si on pousse Taïwan vers l'indépendance, c'est le sabotage de l'ordre d'après-guerre. Excellence, vous remontez à l'Antiquité ou à l'après-guerre, mais dans les derniers mois, des sondages ont eu lieu, ceux menés notamment par l'université de Taipei. Près de 64% des personnes interrogées à Taïwan se disent taïwanais, 30%, il est vrai, les deux. Seulement 2,4% disent être avant tout chinois. Est-ce que les Taïwanais, un jour, n'auront pas le droit de décider de leur destin? Si c'est le cas, ce sera contre vous. L'opinion publique peut être manipulée. C'est très facile. Depuis 10 ans, alors... Liberté de la presse à Taïwan. On ne peut pas dire que ce soit le cas dans votre pays. Depuis 10 ans, c'est le parti démocratique progressiste qui vise l'indépendance de Taïwan est au pouvoir. Ce parti a fait une éducation sécessionniste dans l'île de Taïwan, dans leur système de l'éducation, des écoles. Donc, ça, c'est pas encore suffi. C'est beaucoup avant, c'était sous le mandat du dirigeant Li Denghui
au milieu des années 90 que les autorités taïwanaises ont commencé l'éducation de sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan. Donc maintenant, cette génération, peut-être les jeunes de Taïwan, ils soutiennent dans le référendum, soit l'indépendance ou bien l'autonomie de Taïwan. Mais je suis sûr qu'après la réunification de la Chine, le retour effectivement de Taïwan, l'opinion publique à Taïwan changera certainement. Est-ce que ça signifie que si les Américains notamment, ce sont eux qui ont le moyen de le faire, viennent en aide aux Taïwanais pour empêcher que vous preniez ce territoire, ce sera la guerre? Les agissements des États-Unis en vendant et fournissant des armes à Taïwan enfreint le droit international, parce que selon le droit international, tous les pays, tous les pays ne peuvent pas vendre ou bien fournir des armes à une entité non étatique. On est frappé du parallèle entre vos arguments et la Russie, Taïwan et l'Ukraine. Une des actualités du jour, c'est le débat sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN qui est relancé. On en parlera au sommet de Vilnius. Est-ce que pour vous, du point de vue de la politique internationale, ce serait un problème que l'Ukraine adhère à l'OTAN ? Je pense que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est quelque chose relevant ou bien appartenant aux pays européens et à la Russie de le décider. Et aux Ukrainiens d'abord, peut-être. Oui, bien sûr, l'Ukraine est un pays européen. Alors, pour les Russes, donc l'expansion de 5 cycles de l'OTAN, y compris la possibilité de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, constitue une menace sécuritaire pour la Russie. Donc, c'est pourquoi la Chine est toujours d'avis qu'il faut que tous les parties prenantes concernées se mettent à la table pour négocier, discuter, pour résoudre leurs différends. Alors, parlons-en. Il y a eu un coup de fil entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Ils ont évoqué la possibilité que la Chine joue un rôle dans l'établissement de discussions de paix. Où est-ce qu'on en est, en l'occurrence ? Oui, je pense que même si la Chine a lancé un appel de paix et émettre un programme de pourparlers en 12 points, mais je pense qu'il faut que toutes les parties prenantes ont l'intérêt ou bien l'intention de dialogue, de négociation. Maintenant, on voit que de la part russe, le dirigeant russe a déjà émis leur souhait de commencer les négociations. Et de la part ukrainienne, ils ont aussi émis des souhaits. Oui, mais il me paraît que de la part des Américains, ils n'ont pas l'intention de cesser la guerre. Et les membres de l'OTAN continuent à fournir des armes. Donc, c'est pas le cas de... Pardon, pour l'instant, la Russie continue à bombarder l'Ukraine, qui n'est pas son pays. Donc, en termes de parce d'offres de qu'ils négociation, sont toujours en guerre. Oui. Parce qu'ils ont toujours en guerre, en conflit. Ça pourrait se passer où? Si ça avait lieu, Pékin, même à Pékin, ça peut avoir lieu? La Chine préconise toujours le pourparler de paix. Oui. Nous faisons toujours nos efforts pour réaliser ces objectifs. Ce qu'a dit Emmanuel Macron off et parfois en public, ce que disent beaucoup de responsables occidentaux, c'est qu'évidemment, ils espèrent que vous fassiez pression sur la Russie. Est-ce que c'est possible? Oui. La diplomatie de la Chine ne préconise jamais de faire la pression sur tel ou tel pays. C'est pas notre manière. Précisez bien votre position, parce qu'on a l'impression qu'elle a parfois un peu flotté. D'abord, est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine? Mais cela dépend de ce que... Non, ça ne dépend pas, pardon, c'est l'Ukraine ou c'est pas l'Ukraine? Ou percevoir ce problème. Ouais.
Mais il y a l'histoire. La Crimée était tout d'abord, tout au début, à la Russie, n'est-ce pas? C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine dans l'époque de l'Union soviétique. Mais pardon, selon le droit international, vous savez bien, c'est l'Ukraine. Selon le droit international, vous pouvez en discuter, le contester, mais c'est l'Ukraine. Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut, effectif dans le droit international, parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Vous avez l'air de dire que l'ordre des frontières tel qu'il est né de la chute de l'Union soviétique, à vos yeux, n'est toujours pas réglé. Mais maintenant, il ne faut pas, chicaner encore sur ce genre de problème. Maintenant, le plus urgent est d'arrêter, réaliser le cessez-le-feu. C'est pas chicaner, la Crimée. Il faut quand même se mettre. Si on amputait une partie de la Chine et on disait pardon, on chicane. Non, on chicane pas. C'est quand même une question très grave du point de vue des Ukrainiens, évidemment. C'est toujours ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a des problèmes, des tenants et aboutissants, n'est-ce pas, sur leur conflit, leur problème. Ce n'est pas si simple à dire en un mot. Ouais. Si vous avez quelques problèmes, vous pouvez discuter ensemble. Est-ce que vous appelez au-delà de ça un ordre nouveau? La Chine l'a dit de plusieurs manières. Aujourd'hui, Vladimir Poutine l'exprime de manière particulièrement marquée. Et il y a dans beaucoup d'événements du jour un certain nombre de signaux qui vont dans ce sens. Écoutez-le d'abord, vous pourrez commenter. La tendance dont on vous a parlé, la tendance du monde à la multipolarité, elle est inévitable. Elle ne fera que s'intensifier. Et ceux qui ne comprennent pas et ne suivent pas cette tendance seront perdants. C'est une évidence absolue. C'est aussi évident que le soleil levant. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Ceux qui tentent de l'empêcher ne feront qu'affronter des problèmes supplémentaires, alors qu'ils en ont déjà assez. Que Dieu les protège. Nous sommes sur la bonne voie et nous obtenons de bons résultats. Notre tâche est de veiller à ce que cette voie se développe. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous partagez son point de vue? Oui, je partage son point de vue sur un monde multipolaire. C'est ce que préconise aussi la Chine depuis toujours. Parce qu'un monde multipolaire, c'est un monde démocratique. Maintenant, unipolaire, c'est pas démocratique. Même si c'est un monde multipolaire de dictature, composé d'États dictatoriaux, vous appelez ça une démocratie? Il faut pas distinguer dictature ou bien démocratie. Pour ceux qui le subissent, oui. Qui va définir ces deux notions? C'est pas le monde occidental qui a le droit de définir quel pays est dictateur, quel pays est démocratique. Il n'y a pas de critère objectif selon vous? Il n'y a pas de critère objectif? Il y a le critère. La Chine, nous nous considérons comme un pays démocratique parce que nous pratiquons une démocratie populaire intégrale. Est-ce que ça n'est pas tordre les mots? Pardon, on va pas faire ici du... non, il y a même Lénine et Marx qui sont à l'origine de votre régime. Il a beaucoup changé depuis lors, on en reparlera, mais parlez déjà de dictature. La Chine n'est pas l'Union soviétique. La Chine est la Chine. La Chine n'est pas l'Union soviétique. Donc, vous ne devez pas faire cette comparaison. Jusqu'où va la proximité avec la Russie? Le monde a été marqué par cette visite de ministre de la Défense chinois à Moscou. Il a été reçu d'ailleurs par le président Poutine d'abord. Les deux ministres de la Défense se sont parlé. 3 jours quand même, c'est considérable. Est-ce que ce n'est pas un acte de solidarité même militaire quand on en arrive à faire discuter les deux ministres de la Défense des deux géants que vous êtes, vous la Chine, eux la Russie? Oui, la visite du ministre de la Défense de la Chine a pour but de concrétiser les consensus dégagés par les deux chefs d'État. Donc cette visite est normale. C'est un échange normal entre les deux pays souverains. Ouais. Et d'ailleurs, la Chine et la Russie sont des partenaires stratégiques globaux.
Les États-Unis vous ont mis en garde, notamment sur le fait de livraison d'armes à la Russie. Ils ont dit que si vous franchissiez cette ligne-là, ça atteindrait un grand niveau de gravité. Alors, c'est un geste hégémonique. Les États-Unis fournissent des armes à une des parties prenantes de cette crise ukrainienne. Et d'ailleurs, la Chine, jusqu'à maintenant, n'a fourni d'armes à aucune partie prenante dans cette crise. Vous menez quand même des manœuvres conjointes avec cet État en guerre. C'est programmé. Votre ministre de la Défense, alors, vous me direz que c'est peut-être programmé, mais 3 jours, c'est pas pour parler de physique quantique, qu'il a passé 3 jours à Moscou. C'est quand même un degré de collaboration militaire qui devient, du point de vue des Occidentaux, inquiétant. Oui, cela démontre la haute qualité des relations bilatérales entre la Chine et la Russie. C'est un allié privilégié aujourd'hui pour vous, la Russie ? On n'est pas alliés. On n'est pas alliés. Vous êtes quoi ? On est partenaires. Voilà, partenariat stratégique global. Et les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils sont pour vous ? Les Occidentaux, s'ils veulent développer des relations d'amitié, de coopération avec la Chine, ils sont notre partenaire aussi. Oui. Sur notre plateau, il y a quelques jours, M. Glucksmann était là, vous le savez, il est au Parlement européen, très critique à l'égard de la Chine. Il dit on est en train de commettre avec la Chine la même erreur qu'on a commise avec la Russie, c'est-à-dire qu'on se lie commercialement avec un État qui est menaçant. Je n'ai pas suivi son interview, mais je ne suis pas d'accord avec lui, parce que, au moins pour la Chine, nous considérons toujours l'Europe et la France comme notre partenaire. Nous ne sommes pas d'accord que nous sommes rivaux systémiques. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on veut être partenaire. Hormis l'aspect militaire dont on parlait, on voit bien qu'il y a une revendication dans beaucoup de pays qui est moins centrée sur l'Occident, en Afrique du Sud, en Afrique plus généralement, les Sud-Américains, confèrent le Brésil, les déclarations du président Lula. Est-ce que vous visez un nouvel ordre mondial ? Alors, pourquoi tous ces pays non occidentaux ne veulent pas être, ou bien suivre, s'aligner sur la position des États-Unis, plus en général de l'Occident. Il vous faut réfléchir. Donc, cela signifie que dans l'ordre international, il existe quelque chose d'injustice, n'est-ce pas ? Donc, il faut réformer, améliorer cet ordre international pour qu'il soit plus équitable, plus juste, plus raisonnable. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? On entend par exemple monter, le président Lula en a reparlé, le projet d'une monnaie qui ne soit pas le dollar, une monnaie qui permette aux États qui ne veulent pas être dépendants de l'économie américaine en particulier de créer une monnaie. Est-ce que vous y êtes favorable ? Maintenant, les pays européens parlent toujours de réduction de dépendance de tel ou tel pays. Alors le président Lula a tout à fait raison de dire de réduction de dépendance au dollar. C'est normal. Vous êtes prêt à franchir ce pas ? Vous êtes prêt à franchir ce pas, le dollar malgré tout ? C'est pas franchir le pas. Alors je pense que c'est une tendance naturelle, parce que si il y a de plus en plus de pays trouvent impraticable, pas facile, l'utilisation du dollar, ils essaient de trouver une alternative. Monsieur l'ambassadeur, disons les choses. Est-ce que vous ressentez un sentiment de revanche ? Je n'invente pas. Ce sont beaucoup de dirigeants chinois qui rappellent très régulièrement les humiliations qu'ils ont ressenties de la part de l'Occident pendant la guerre de l'opium et d'autres occasions. Est-ce que pour vous, c'est un moment de revanche ? On n'a jamais pensé la revengeance. Oui. Ce à quoi nous pensons, c'est de mieux nous développer, de faire le renouveau national de la Chine
Est-ce qu'on ne se développe, pas toujours au détriment d'un autre? C'est l'histoire des empires. On ne se développe pas dans le vide, vous le savez bien. Tous les empires, que ce soit l'empire romain, les empires coloniaux européens, l'empire américain, l'empire soviétique, on se développe toujours au détriment d'un autre. On lui prend des marchés, on lui prend des territoires. Vous allez nous en prendre. Vous nous en prenez déjà. Pourquoi vous pensez que le développement chinois est certainement au détriment du développement de l'Occident? Pourquoi? Alors, on peut se développer en parallèle. Donc, et la Chine se développe. Bien sûr, il a besoin du monde, mais il a fourni aussi l'opportunité de développement au monde. L'Occident aujourd'hui est divisé sur ces sujets. Il faut rappeler un peu d'histoire. La citation est tout à fait extraordinaire. C'est dans C'était de Gaulle, les propos de général de Gaulle rapportés par Alain Peyrefitte au sujet de la Chine. C'est 1964, c'est la réaction du général de Gaulle à la bombe nucléaire chinoise. Quand on relit ses propos, il dit « C'est excellent, elle va changer l'équilibre mondial. Un pays qui n'est pas peuplé de blancs a pour la première fois acquis l'arme terrible. Nombreux sont les peuples de couleur qui en ressentiront la fierté. » Et il ajoute à l'époque « La suprématie américaine est un énorme danger mondial. Nous sommes les seuls à avoir le culot de faire front. » À l'époque, beaucoup, notamment dans ce qu'on appelait le tiers-monde, voyaient en lui une forme de porte-parole. Évidemment, pour vous, j'imagine, ce sont des propos, c'est du miel à vos oreilles, ça. Cela signifie que le général de Gaulle détestait aussi la suprématie américaine. Et il pensait que l'ordre dominé par les Américains n'était pas juste. Il faut changer. Est-ce que cette fierté dont il parle quand il dit pour la bombe nucléaire, on revient toujours, on voit depuis le début de la guerre combien le nucléaire compte. Avoir la bombe ou ne pas l'avoir, c'est déterminant. Pour vous, ça a été déterminant? C'est déterminant. Surtout à cette époque, les années 60. Parce que la bombe atomique signifie l'autonomie stratégique. Pourquoi la France avait l'autonomie stratégique? Parce que la France, sous la direction du général de Gaulle, a eu la bombe atomique. Aujourd'hui, le fait pour vous d'être une puissance atomique change la donne aussi dans ce rôle de leader que vous avez visiblement, notamment pour des pays en Afrique? Aujourd'hui, il y a le système de non-prolifération nucléaire dans le monde. Et il y a 2 ans, plus précisément, au début de 2022, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité ont prononcé une déclaration pour dire que la guerre nucléaire ne doit pas avoir lieu et ne peut pas gagner. En attendant, on voit qu'on se réarme partout, y compris sur le plan nucléaire, y compris vous, y compris les Russes, y compris les Américains. C'est réarmement. Ouais. Les autres pays, c'est à cause de cette situation tumultueuse et dangereuse que beaucoup de pays ont l'intention de renforcer leur capacité de défense. La citation du général de Gaulle, quand il parle de l'excellence du fait que vous ayez les bombes, quand il a l'air tellement laudatif à votre égard, on est en 1964, Mao Tse-tung est toujours là. Oui. C'est un des plus grands criminels de l'histoire. Mao Tse-tung a fait déporter, torturer, assassiner tant de gens, de millions de gens. Est-ce que vous comprenez le sentiment de beaucoup d'Occidentaux que, à l'époque, le général de Gaulle se trompait et qu'aujourd'hui, ceux qui veulent traiter avec la Chine peut-être se trompent aussi? Chaque fois que vous m'interviewez, vous chicanez toujours ces racontards du passé. Vous n'êtes pas honnête. Vous appelez ça de me poser Monsieur l'ambassadeur, vous appelez ça des racontards? C'est ça, des racontards. Les millions de morts causés par Mao Tse-tung, ce sont des racontards. C'est pas juste, c'est pas précis. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas précis? Est-ce que vous avez fait des études? Qu'est-ce qui n'est pas précis, pardon? Stop. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour discuter avec vous ces racontards. Je discute avec vous la situation internationale et d'actualité. Monsieur l'ambassadeur, l'Allemagne a payé moralement, financièrement, judiciairement pour ces crimes. Il est vrai que certains crimes de guerre n'ont pas été poursuivis, notamment des crimes de guerre français ou algériens.
notamment certains crimes coloniaux. Mais là, on parle de la Chine. Vous êtes représentant de la Chine. On ne peut pas, pardon. Je vous demande de demander aux Japonais de payer les prix pour leurs crimes de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre contre la Chine. Est-ce que vous comprenez, cependant, que cela pèse le président Xi Jinping? Il faisait partie de la très haute nomenclature, mais même sa famille avait souffert des purges staliniennes. C'est vrai, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici pour discuter avec vous de ces racontards. Je répète encore une fois. Mais pardon, comment... pas la peine de dire ça. Vous parlez si bien français. On peut continuer de parler de la situation internationale. Vous savez qu'un éminent politique, par la place de fait qu'il a eu dans la politique, quand il a parlé de détails de l'histoire concernant la Shoah, a été grandement poursuivi. Avec moi, parler de soi-disant droits de l'homme. Oui. Chez vous, dans d'autres pays occidentaux, il y a beaucoup plus de problèmes des droits de l'homme. Quel problème? Si vous racontez... Quel problème? Récemment, la Chine a publié un rapport sur la situation des droits de l'homme des États-Unis. Si vous êtes intéressé, je peux vous fournir tous ces rapports-là. Vous pouvez voir quelle est la situation, quelle grave de la situation des droits de l'homme aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Ce sont les mêmes choses. Mais monsieur l'ambassadeur, je me permets d'insister là-dessus parce que vous avez utilisé le mot racontard et il s'agit, comme les victimes du goulag dont la mémoire compte tant, comme la victime des camps chinois dont la mémoire compte tant, le mot de racontard a quelque chose de profondément choquant pour leur mémoire. Ça, est-ce que vous le comprenez? Donc, c'est différent. Oui, vous pouvez raconter d'autres choses, les choses d'autres pays, mais quand il s'agit de la Chine, je suis sûr que ce que vous racontez sont des racontards. Quand on vous entend, monsieur l'ambassadeur, on comprend bien qu'il y a un certain nombre d'expressions de vérité historique occidentale que vous ne voulez plus entendre. Regardez cette séquence, elle est tellement révélatrice. Je pense qu'on n'a pas besoin de perdre encore de temps dans ce genre de discussion stérile. Alors, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le rapport de force entre vous, la Chine, et les Occidentaux. Et c'est exactement en écho à ce que vous dites. Ne vous mêlez pas de nos affaires, dites-vous en substance. C'est très impressionnant. C'est la rencontre entre Justin Trudeau et Xi Jinping, votre président. Et le président Xi Jinping qui lui dit en substance, ne vous mêlez pas de ce qui nous concerne. Écoutez, vous pourrez réagir. Everything we discuss is leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就用一个互相尊重的态度来进行很好的沟通。 If there is 否则这个结果就不好说了。 if there is sincerity on your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 皆可以建设起来。创造条件，创造条件。 Let's create the conditions first. 好。Cette séquence est extraordinaire parce qu'on comprend tout là. Évidemment, Justin Trudeau, il incarne tout ce qui est la démocratie occidentale, progressiste, etc. Et il y a le président chinois, vous êtes quoi, 1,4 milliard aujourd'hui, qui dit « ne vous mêlez pas de nos affaires ». C'est ça. Le peuple chinois ne saurait jamais tolérer en aucune manière que les autres pays s'ingèrent dans nos affaires intérieures. C'est notre position depuis toujours. Est-ce que vous comprenez, cependant, c'est une grande tradition française qu'on veuille venir en aide aux opprimés, qu'ils soient en Russie, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Chine? Quand il s'agit de la Chine, nous nous y opposons fermement. L'intervention de n'importe quel pays dans nos affaires intérieures. Est-ce que vous déployez des moyens d'empire? Il faut se rendre compte à quel point, quand on voit ici le président Xi Jinping qui représente démographiquement une telle puissance, économiquement, en termes même de créanciers, le chiffre est pas récent, il date de 2021, il a encore évolué, mais c'est le dernier que nous ayons trouvé, la Chine créancier du monde. Vous prêtez, c'est une chose méconnue, à énormément d'États,
notamment des États à faible moyen, beaucoup d'États africains, beaucoup d'États aussi, mais aussi certains États européens. Vous avez prêté 843 milliards de dollars. Vous êtes aujourd'hui peut-être le plus grand créancier du monde. Est-ce que c'est de fait une réussite impériale ? Tout d'abord, je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Mais bien sûr, la Chine a prêté beaucoup d'argent à d'autres pays, surtout aux pays en développement. Mais pour les aider à se développer, pour les aider à construire les infrastructures, pendant 20 dernières années, la Chine a aidé les pays africains à construire 100 ports maritimes, 1000 ponts traversant les grandes rivières, 10 000 kilomètres de chemin de fer, 100 000 kilomètres d'autoroute. Donc, c'est une bonne chose. Mais Excellence, ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas ce que disait par exemple la France au sujet de l'Algérie en d'autres temps, en disant nous développons, eux aussi ils citaient les quantités de kilomètres de rails, etc. Et sans doute avait-il en partie raison, mais c'est évidemment une forme petit à petit de maîtrise de territoire, d'économie. Et je reviens à ma question, tous les empires se font comme ça petit à petit. Vous maîtrisez auparavant les autres pays à travers, les crédits, la créance, mais pas pour la Chine. La Chine est différente. La Chine n'est pas vous. La Chine est la Chine. Vous êtes si différent que ça, vraiment ? Vous serez le premier empire non impérial ? Au moins sur ce point. La Chine aide les pays en développement, pas pour maîtriser ces pays-là, mais pour le développement commun. Mais par quel miracle, pardon, on va pas faire. Mais les Chinois ne sont ni pires ni meilleurs que les autres peuples du monde. Nous sommes tous pareils, en l'occurrence. Nous sommes venus par les mêmes ressorts, non ? Par notre culture traditionnelle, par notre esprit de construire la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Est-ce que vous êtes encore communiste ? Il y a un parti communiste chinois. Je crois même qu'il a plus de membres. Il y a plus de membres du parti communiste chinois que des citoyens en France. Je crois que vous êtes 90 millions membres du parti. Nous avons 97 millions de membres du parti. Vous êtes communiste vous-même ? Bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie être communiste ? Pardon, la naïveté du propos, elle n'a rien d'ironique. Il y a des milliardaires chinois, il y a tant d'argent, il y a tant de capitalisme chinois. En 2023, être communiste, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Je vous dis, oui, être un communiste, c'est être un ascétiste, un altruiste. Ça veut dire il sacrifie ses propres intérêts pour servir le peuple chinois, pour servir le renouveau national de la Chine. Oui. Est-ce que c'est un nationalisme en réalité ? Vous croyez que c'est le nationalisme ? Je pense que c'est le communisme. C'est pas le nationalisme. Voilà. Nous avons le nom de notre parti, le Parti communiste. Est-ce que vous n'avez pas gardé en particulier de l'État communiste, l'État policier ? Il est très important chez vous. Est-ce qu'il est vrai, par exemple, que... C'est votre, interprétation. Exemple concret. Est-ce qu'il est vrai que pour sortir de Chine, il faut avoir une bonne notation sociale, donc que le Parti communiste vous donne une bonne note ? Est-ce que c'est vrai, ça ? La notation, c'est pas la notation sociale, la notation bancaire, comme ce qu'on applique dans tous les pays occidentaux. Donc, il ne faut pas déformer ou bien altérer ce système de notation. C'est un système meilleur de la gestion de la société. Donc, vous pouvez voir pourquoi la société chinoise est beaucoup mieux gérée que certaines, ou bien la plupart des pays du monde, y compris des pays occidentaux. La Chine est mieux gérée que la France, pensez-vous ? Je vous laisse réfléchir. Je ne donne pas commentaire. Vous pouvez faire la comparaison. Vous pouvez faire la comparaison. Et vous comparerez entre quoi et quoi ? Qu'est-ce que vous comparez ? Vous vivez à Paris, vous parlez en français excellent, vous étiez à la direction Afrique, vous avez passé 25 ans là. Alors, qu'est-ce que vous comparez ? Je ne dis pas ça, parce que sinon... je serais, suspecté d'intervenir dans vos affaires intérieures. Mais quand même, vous pouvez réfléchir, faire la comparaison.
vous pouvez voir ce qui se passe en Chine. Quelle est la situation de la sécurité en Chine? Là, au prix de tellement de violations des droits humains, vous dites les Occidentaux, mais c'est l'ONU elle-même, l'ONU qui vous est en général très favorable, parce qu'elle a souvent un peu peur de vous. D'ailleurs, vous faites peur. Est-ce que vous êtes conscient de ça, que cette nouvelle Chine fait peur à beaucoup de gens? À qui? Je vous donne un exemple. Récemment, j'ai interviewé des dirigeants, des responsables français, allemands, même ukrainiens, qui disaient en off: ne me posez pas de questions avec la Chine, je n'aimerais pas avoir des ennuis avec la Chine. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes le créancier de tant de pays, parce que vous pesez tellement sur la scène du monde, bien plus que la Russie d'ailleurs. Mais la Chine ne fait pas peur au peuple chinois, non. La Chine rend toujours plus riche, plus agréable la vie du peuple chinois. Ça suffit. Prospérité, mais pas liberté, c'est possible ça? Prospérité, liberté, les droits de l'homme, ce sont quoi? Se développer ensemble. Parce que dans notre esprit, nous appliquons une modernisation chinoise qui consiste à équilibrer la civilisation matérielle et la civilisation spirituelle. Si on est dans le moule, monsieur l'ambassadeur, mais si on ne l'est pas, les Ouïghours qui sont dans ces camps de rééducation, ça a été en partie admis par le régime. L'ONU, Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui parle de graves violations des droits de l'homme, qui parle de crimes internationaux qui peuvent s'apparenter à des crimes contre l'humanité. Ce sont leurs rapports. Le rapport dit que l'ampleur des détentions arbitraires à l'encontre des Ouïghours et d'autres personnes pouvait constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité. Donc, vous aimez bien les bobards et vous croyez bien aux mensonges émis par certains piètres chercheurs occidentaux qui disent toujours des mensonges. Ce ne sont pas des chercheurs lambda, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui en général vous est assez favorable. Ces experts du Conseil des droits de l'homme n'ont pas de mandat de faire ce rapport. Ils n'ont pas de mandat, ils ne sont pas mandatés. Donc il n'existe pas de camp d'éducation au Xinjiang pour les Ouïghours. Maintenant, vous savez que c'est contesté. Enquête du Monde extrêmement fouillée sur le sujet qui parle même de violation des droits humains pour les Ouïghours, encore pire que sous l'ère Mao et Staline. Alors maintenant, il y a beaucoup d'étrangers de divers milieux, de divers domaines, visitent la Chine. Mais vous citez seulement quelques des rapports de quelques soi-disant chercheurs anti-chinois. On va recevoir dans quelques instants Hélène Carrère-Dancos, grande spécialiste de l'histoire de la Russie. Il y a eu entre l'histoire de la Chine et l'histoire de la Russie, vous le rappeliez, ne confondons pas les deux pays, ce moment évidemment de 1989. En Russie, c'était Gorbatchev, la chute déjà d'abord du mur de Berlin, bientôt de l'Union soviétique. Chez vous, à Pékin, c'était Tiananmen. L'homme seul devant les chars. Est-ce que c'était la grande bifurcation? Est-ce qu'il est vrai qu'alors, beaucoup de dirigeants chinois ont dit « nous n'accepterons pas ce que Gorbatchev a laissé faire en Russie ». Oui, il n'y a pas d'image. Elle arrive. Toujours cette image-là, cette vidéo-là. C'est ridicule, vous savez. N'est-ce pas? Il faut le voir du début à la fin. Comment ça se fait? Qu'est-il arrivé à cet homme? Je ne sais pas. C'est un homme très ordinaire. Alors, il est plus courageux, pardon. Il est plus courageux qu'un homme ordinaire. Hein? Si je peux me permettre, je pense qu'il est plus courageux qu'un homme ordinaire. Vous pensez que ça, c'est le courage. Mais est-ce que, qu'en pensez-vous, le soldat chinois, ils sont bienveillants? C'est pas l'image de la bienveillance même quand on avance devant les manifestants. Continuez à voir cette vidéo. Combien de morts vous avez causé? Vous avez écrasé cette révolte dans le sang. Ça, c'est un fait objectif. Vous ne pouvez pas dire que c'est des bobards aussi. C'est pas la question que l'on doit discuter aujourd'hui. Oui. Je peux prévoir que vous allez encore citer quelques chiffres. Oui. Comment dire, très épouvantable. Mais c'est pas vrai. Éminence, si on refait
l'historique au fond, est-ce qu'on est au stade où, selon vous, il y a un déclin de l'Occident? Dans toutes vos réponses sur les droits humains, on sent bien que vous considérez que l'Occident n'a plus à vous donner de leçons. Si l'Occident décline ou pas, se décline ou pas, cela dépend de vous. Cela ne dépend pas de comment les Chinois pensent. Et vous pensez, vous, que nous sommes en déclin? Vous pensez que nous sommes en déclin? Mais vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe maintenant dans le monde occidental, surtout aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est une ascension? Au moins, c'est pas une ascension, n'est-ce pas? Ça vous fait plaisir? Je suis sans froid. Je garde sang froid. Il y a une compétition avec les États-Unis. Tôt ou tard, une économie passera devant. Pour l'instant, ce sont les Américains. Ça peut être vous, demain, après-demain. J'espère il y aura une compétition pacifique entre la Chine et les États-Unis et entre tous les pays du monde. La guerre, est-ce que c'est une hypothèse présente à votre esprit? Vous dites, j'espère, mais dans l'histoire, quand deux grands empires étaient en compétition, vous savez comme moi, ça a très souvent été tranché par une guerre. Au moins, la Chine ne souhaite pas avoir une guerre. Un dernier mot sur l'histoire, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes le 21 avril. Vous savez ce que c'est pour les... Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour les Chinois. Pour les Occidentaux, c'est l'anniversaire de Rome. Et moi, je me rappelle mes cours de latin où nous enseigniez 8e siècle avant Jésus-Christ, il n'y a pas plus ancien ou presque. Là. Et vous dites, la Chine, non, c'est 5000 ans. C'est encore plus ancien? Oui. La Chine a une histoire de civilisation de 5000 ans. Ouais. C'est présent, ça, à votre esprit, dans le rapport de force, où beaucoup d'Occidentaux estimaient que notre civilisation était plus grande, et vous considérez que la vôtre, en tout cas, est plus ancienne? Cela signifie que les Chinois ont l'habitude de voir la situation d'une longue vue, d'une vision de longueur, de long terme. Nous a rejoint Hélène Carrère-Dancos. Bonsoir Hélène Carrère-Dancos. Alors vous êtes... Attendez, monsieur l'ambassadeur, elle va vous parler, c'est pas fini, la torture n'est pas finie. Hélène Carrère-Dancos, vous avez tellement travaillé sur l'histoire de la Russie, mais aussi, vous en parlez très bien, les rapports de la Russie et de la Chine. Quand vous entendez cette puissance chinoise qui s'affirme de cette manière, quelle réflexion ça appelle en vous? Je pense que c'est le cours normal de l'histoire. Il y a des périodes dans l'histoire. La Chine a connu une période au XIXe siècle, et même au XXe, où elle n'a pas été très heureuse, où nous n'avons pas reconnu ses mérites. C'est le temps de la Chine, et c'est tout à fait logique. C'est ça l'histoire. Ça veut dire que la Chine... C'est une immense civilisation qui revient au premier plan, et je dois dire que je trouve que c'est naturel. Les historiens sont extrêmement intéressés par les cycles historiques. Oui. Et je voudrais saluer tout de même le français admirable de monsieur l'ambassadeur de Chine, si vous me permettez. Un mot, si vous permettez, avant que vous nous quittiez, parce qu'on a eu votre avis à ce sujet, on aimerait le vôtre, sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Elles ont tellement marqué de retour de Chine quand il a eu des propos assez critiques sur les États-Unis. On va les rappeler ici, où pour une partie des Occidentaux, c'est une grave erreur, et une autre revendiquant notamment le général de Gaulle, disant « non, c'est comme ça, il ne faut pas être entièrement sur la ligne américaine. La pire des choses, disait-il, serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes et nous adapter au rythme américain, à une surréaction chinoise. Le paradoxe serait que nous nous mettions à suivre la politique américaine par une sorte de réflexe de panique, disait le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on ne fait pas assez attention aux propos du président de la République ou qu'on les décrypte trop vite. En fait, il a une pensée très normale. Il pense exactement ce que dit dans un livre remarquable l'ambassadeur Gourdou-Montagne. Les autres ne pensent pas comme nous. Nous sommes absolument stupéfaits de découvrir la pensée des autres. Eh bien, la Chine est en train de nous montrer qu'on ne peut pas imposer sa pensée aux autres. Le dialogue, c'est cela. Et les relations internationales normales, je dirais, c'est un dialogue. Oui. Un dialogue d'ego. Oui, c'est ça. EGAUX. Louchaï, merci beaucoup d'avoir été notre invité, monsieur l'ambassadeur, ce soir.